Coucou, c'est Tata Nexua et aujourd'hui on va parler création d'univers. Alors tout d'abord, pourquoi? Ça peut paraître étrange, mais quand on parle d'un roman, on pense aux personnages principaux, à l'intrigue ou aux intrigues, on évoque aussi également le genre, mais et l'univers? J'ai dans mon barème tout un tableau réservé à l'univers créé. On oublie trop souvent l'univers, pourtant c'est la création de l'auteur ou de l'autrice, c'est ce qui fait qu'on va être projeté dedans, qu'on va s'imaginer vivre des aventures. Et je vous vois venir, non, ça ne concerne pas que la SFFF. Non. Donc après avoir vu les formats, les genres, la recherche, je vais faire une série de vidéos où on va s'attaquer vraiment au cœur de l'ouvrage. Donc l'univers bien sûr, les personnages, l'intrigue. Et donc c'est parti pour l'univers. Un univers, c'est quoi? Il existe des univers plus ou moins étendus et ça va dépendre aussi si vous vous lancez dans un one-shot ou dans une saga, puisqu'effectivement un univers sera beaucoup moins étendu et pourra aussi être beaucoup moins riche dans un one-shot, parce que forcément c'est plus court qu'une saga qui peut compter beaucoup de tomes. Il y a un paragraphe sur le site Le Numérique que je vais vous citer car je le trouve génial. L'univers sert de toile de fond à votre roman. Les décors, les villes, les pays, les personnages secondaires, nombre de choses qui sont quasi inutiles à la fois pour les personnages principaux et pour la trame, mais qui changeront du tout au tout la qualité de votre roman. Votre fiction, votre roman historique ne seront rien si votre univers n'est pas abouti, si vos villes ne sont pas présentées de manière crédible, si aucune présence n'émane des quartiers et autres ruelles que vous dépeindriez. Imaginez une série télévisée avec des acteurs talentueux, un scénario infaillible, mais aux costumes foireux et aux décors totalement minables. Le lecteur fera pareil avec votre roman si vous n'avez pas su étoffer votre univers. Je vous rappelle que ceci n'en est en rien une obligation. Ça peut vous donner des pistes ou pas. Vous n'êtes pas obligé de suivre du tout. C'est à vous de voir. Passons à la création. Tout d'abord, les recherches. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus que je vous mets dans les fiches. N'hésitez surtout pas à aller la voir, ça vous indiquera pourquoi les recherches sont importantes et il y a des auteurs qui en ont témoigné aussi. Et donc là, on va attaquer vraiment le cœur du sujet. Qu'est-ce que vous voulez dans votre univers ? Imaginez-vous réalisateur d'un film. Vous voulez quoi comme décor, comme ambiance, comme costume? Où est-ce que vous voulez placer la caméra? Dans quel environnement vous voulez voir évoluer vos personnages? Le climat aussi également? La géographie de l'endroit? L'histoire du monde? Comme notre univers, il y a une histoire. Avant que ça plaise aux autres, il faut déjà que ça vous plaise à vous. J'entends par là, si vous n'aimez pas ce que vous êtes en train de créer, ça part mal. Si vous n'êtes pas transporté, comment voulez-vous transporter un lecteur ou une lectrice dedans? Si, comme moi, vous avez du mal à retranscrire vos pensées, essayez les croquis, oui, même si moi je dessine très mal, mais ça peut laisser une trace, et après on modifiera, on pourra rendre ça plus beau. Votre histoire se passe dans une ville? Eh bien, regardez par exemple le plan d'une ville, soit de la vôtre dans laquelle vous habitez, ou alors d'une cité que vous adorez, imprégnez-vous déjà de ça. Déjà, ça va pouvoir un petit peu vous imaginer le plan de votre ville, parce que du coup, vous allez voir un plan d'une ville existante que vous pouvez modifier à votre guise. Soyez logique. Ayez un univers légitime. Je vais développer. Pour garder le lecteur ou la lectrice, il faut être cohérent et garder une certaine logique. Je m'explique. Si votre univers est sérieux, grave, voire dramatique, pour toucher le lecteur, pour qu'il soit mis dans l'ambiance, ça va être très sombre. Un personnage héros ou un anti-héros torturé, par exemple. Au contraire, si vous imaginez un univers fantasy ou décalé, complètement drôle, il va falloir jouer sur l'humour. Le rire. Si vous réussissez à faire rire le lecteur, il aura accroché à l'univers. Sur certains sites, on parle même du ton, et c'est assez juste aussi. Il faut toucher les cordes sensibles du lecteur, et si le ton n'est pas adapté, vous risquez de le perdre ou de le décevoir. Sur SF Zone, voir les liens dans les sources. Il y a un billet sur comment concevoir, par exemple, une technologie crédible et réaliste. Et il y a une phrase intéressante. La science-fiction, avec un grand S, ne souffre d'aucune limite. C'est juste. Mais la technologie imaginaire que l'on va concevoir doit en avoir. Si tu ne connais pas toi-même les limites de ta propre technologie, ceux qui te liront ne les connaîtront pas non plus et se retrouveront dans l'expectative. Et c'est pas forcément bien. Et je rajoute aussi un petit sous-point, on va dire, à cette partie, l'authenticité.
Pitié, si vous écrivez un roman historique, renseignez-vous, car non, au XVIe siècle, il n'y avait pas de bateau à moteur. Le train n'existait pas lors de la Révolution française, non. Et la ville de Berlin, ça concernait un roman sur la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas en Slovénie. Il faut donc connaître les limites de son univers. Ça n'empêche pas un univers farfelu où tout peut arriver. Un univers va forcément s'enrichir au fur et à mesure des pages pour un one-shoot, mais également dans une saga au fur et à mesure des tomes. Comme c'est souvent le cas. Il faut juste qu'il y ait un lien, un petit peu on va dire comme une cordée, que ce soit maintenu. Rien ne vous empêche que dans le tome 1 ce soit juste fantastique, un petit peu de surnaturel, mais que dans le tome 2 on arrive dans de la fantaisie, donc là l'univers va s'enrichir encore plus. Pourquoi pas aller dériver vers un autre genre, après revenir à autre chose, peu importe. Il faut vraiment qu'il y ait un lien, ce que j'appelle un petit peu la corde ou la cordée en fait, différente du fil rouge de l'intrigue, mais quelque chose en fait pour qu'on accroche, parce que si ça part après mais trop en vrille et qu'on n'arrive pas à avoir des marqueurs pour nous ancrer dans l'histoire, on risque de décrocher complètement. Un autre exemple, pour que vous compreniez, c'est la monnaie. Dans beaucoup d'univers, bon, c'est plus souvent imaginaire, je vous l'accorde, on ne parle pas argent. Sauf qu'ils payent avec quoi? Parce que des fois, ils passent dans différents mondes, on a l'impression qu'ils sont en train d'acheter des choses en plus, c'est très souvent marqué, mais on ne sait pas avec quoi. Alors il y a différents mondes, il y a différents lieux, mais alors c'est tout le temps la même monnaie partout, on ne sait pas. Ça aussi, pensez-y, vous inquiétez pas, je vais faire un petit briefing à la fin, mais vous pensez à la monnaie. Et si c'est une histoire qui se passe à l'heure actuelle, est-ce que c'est la même monnaie qu'à l'heure actuelle? Dans un monde dystopique, on pourrait comprendre tout de suite qu'il y a une monnaie différente, mais des fois on oublie complètement ça. Alors oui, je veux bien, mais comment est-ce qu'il peut avoir de l'argent, par exemple, votre personnage? Dans une romance contemporaine, comme ça on va parler d'un quelque chose un peu plus ancré dans la réalité, j'ai déjà lu un milliardaire, c'était une milliardaire, pardon, qui se baladait avec une petite Peugeot, pourquoi pas, je trouvais ça marrant, en plus ça détonnait, c'était très bien, mais alors on ne voyait aucune autre voiture du tout dans l'ouvrage, alors que l'homme avec qui elle allait tomber amoureuse était garagiste. Il n'y a en aucune façon en fait, ou alors il est juste garagiste, on ne sait pas s'il y a d'autres voitures, on ne sait pas ce qu'il fait, enfin, c'est quand même dommage en plus, elle a une Peugeot alors que c'est une milliardaire qui pourrait d'ailleurs se payer tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas, j'ai trouvé ça dommage. Alors pourquoi du coup mettre un garagiste? Ça peut être rien, il y en a plein qui vont dire oui, mon petit pote, gna gna. Bon, alors oui, alors le garagiste il s'occupe d'aucune voiture. Bah, ça m'a un petit peu fait décrocher quoi. Et je vais rajouter aussi ici l'originalité. Ce n'est pas parce que c'est à la mode qu'il faut faire ça, etc., ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Ouh là là, non, s'il vous plaît, ne vous mettez pas de barrière. À partir du moment où votre univers est assez riche, où c'est cohérent, c'est logique, en fait, qu'on est dedans, ne vous dites pas, alors ça marche très bien en ce moment, je pense que je vais écrire là-dessus. Mais déjà, est-ce que ça vous plaît? Non, parce que si ça vous plaît pas, vous allez vite buter en fait. Vous allez vite vous dire, mais pourquoi j'écris ça? Vous n'aurez absolument, mais pas envie en plus d'écrire. Ce sera plus une obligation qu'autre chose. Et si vous ne prenez absolument aucun plaisir à écrire, ça va pas le faire du tout. Attention aux pièges. Je suis partisane du trop de détails tue les détails. Alors c'est bien de savoir ce qu'il y a dans le garde-manger pour un roman post-apocalyptique par exemple. En revanche, connaître le nombre de boîtes de conserve et en faire l'inventaire, alors qu'on ne reparlera pas du tout puisqu'en plus c'est un roman fantastique et qu'on s'en fiche un petit peu, j'ai du mal. Faut laisser un petit peu d'imagination au lecteur. Alors certains vont dire non, non, il faut tout expliquer, c'est mieux comme ça. Personnellement, moi j'aime bien rêver et combler avec mes propres envies certaines scènes. Oui, alors merci de ne pas imposer votre vision aux autres. Comme le fait que certains adorent les descriptions, d'autres pas. Il y en a qui vont préférer peut-être de très grandes descriptions qui s'étalent mais sur plusieurs pages, et d'autres, comme moi personnellement, les descriptions, elles peuvent être très longues, mais alors il va vraiment falloir m'accrocher. Parce que sinon, au bout de 2-3 pages, je vais dire, bon d'accord, je veux bien, mais l'auberge, j'ai compris ce qu'il y avait dedans, c'est bon. Au bout d'un moment, il faudra peut-être un petit peu que ça avance. Et au contraire, il y en a qui vont dire, ah oui, moi j'adore les descriptions, je déteste les dialogues, mais ça, quand vous allez écrire, vous ne pouvez pas forcément le savoir. Écrivez comme ce que vous avez envie d'écrire. Vous avez envie d'écrire une longue description sur l'auberge, écrivez-la. Après, vous verrez à la relecture si finalement vous êtes un petit peu trop embarqué là-dedans, c'est un petit peu trop long, ou si au contraire, ah oui, mais en fait c'est très bien, j'ai mis beaucoup de détails, ça me plaît. Il faut que ça vous plaise. Attention à l'effet catalogue. C'est surtout dans les prologues, parfois on va avoir 15-30 lignes avec plein de noms qu'on ne connaît absolument pas et avec des superlatifs incroyables, mais absolument rien sur l'ambiance, sur l'histoire, avec un grand H, sur les raisons qui ont amené en fait l'intrigue. Alors ça, non. Sur le site d'Escrogriffe, il y a un parfait exemple que vous pourrez lire d'ailleurs. Oui, je vous mets le lien dans les sources. Distillez plutôt certaines choses au fil des pages.
des intrigues, des informations. Faut pas non plus que ça fasse paquet en mode bon allez on est à 3 pages de la fin, bam on met toutes les révélations au même moment, bon, comme ça fait bien. Personnellement, ça fait un petit peu la personne qui avait oublié de mettre des révélations, ou alors qui s'est dit mince, il va peut-être falloir vite que je termine mon histoire, et du coup je mets tout. Parfois c'est souvent comme ça. Parfois, heureusement, il y a des petites choses au fur et à mesure des pages, on se demande est-ce que ça va être ça, est-ce que ça va pas être ça, et là oui, à ce moment-là, on arrive sur les révélations à la fin. Mais quand ça fait trop pâté, on va dire ça comme ça, bah, c'est un petit peu dommage en fait. Parce que peut-être que quand vous allez relire votre histoire, ça m'est aussi arrivé pour l'une des miennes, hein, je me suis aperçue que le milieu, ben, c'était un petit peu plat. Pourquoi? Bah parce que mes révélations arrivaient aux 3 quarts du récit, et en fait il n'y avait aucun rebondissement avant. J'ai dit non mais c'est pas possible, là ça ne va pas, ça ne m'allait pas, j'ai changé, et en plus même mieux, puisque après quand j'ai eu l'avis de mes bêtas et après des lecteurs, bah finalement c'est beaucoup mieux passé. Alors l'exemple que j'ai le plus aimé à ce jour, qui enrichit l'univers sans que ça alourdisse le récit et en plus que ce soit distillé au fur et à mesure des pages, c'est avec les livres des sorciers de Guillaume Guégan dans sa saga La Noxiance, que j'ai d'ailleurs chroniqué. Là, c'est vraiment parfait. Parce que entre les chapitres, et c'est pas forcément entre tous les chapitres, mais on a des notes en fait du livre des sorciers. Et c'est vraiment pas mal et c'est vraiment bien joué. Puisque l'univers s'enrichit, on en apprend beaucoup plus sur ce qui se passe, sur l'histoire en fait, mais ça n'alourdit pas du tout le récit. Au contraire, ça permet de faire une pause. On est dans l'histoire, dans la narration, les dialogues, hop, fin du chapitre, un petit entre-chapitre sur les livres des sorciers. En plus, c'est juste trop bien. Et alors, c'est génial. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. C'est vrai que à ce jour, je trouve que c'est le meilleur exemple pour réussir à enrichir encore plus un univers et ne pas perdre en fait le lecteur. Alors ensuite, les persos. Alors, on en reparlera dans une vidéo, hein, parce que les persos, il va falloir les travailler. Il faut pas du tout qu'ils soient superficiels. Et malheureusement, dans pas mal de livres que j'ai déjà lus, alors c'est malheureusement plus souvent en AE qu'en ME. Ça m'est arrivé une seule fois en ME. Désolée. C'est vrai que très souvent, les persos sont superficiels. On en reparlera, mais quand il y a des personnages qui se ressemblent trop, qui ont en plus le même langage, alors qu'ils n'ont pas le même âge et qui n'ont pas vécu les mêmes choses, qui n'ont pas la même vie, bah ça fait un petit peu dommage en fait, et puis quand on les a pas en profondeur aussi, parce qu'il faut tout connaître d'eux, même si certaines choses ne sont pas communiquées. J'ai bien aimé d'ailleurs l'idée expliquée sur le site Escrogriffe par rapport au personnage. Elric de Michael Moorcock, désolé pour l'accent, est un chétif nécromancien albinos obligé de prendre des drogues, la faute à un sang déficient. Anti-héros par excellence, il tue sa promise et ravage son royaume dès le tome 1, puis erre dans un monde où s'affrontent les dieux de la loi et du chaos. Juste en 3 lignes, vous avez la description d'un héros, enfin c'est un anti-héros en plus, de ce qu'il a fait, le fait qu'il ait quand même tué sa promise, de ce qu'il va devoir faire, et des enjeux aussi qu'il y a dedans. Juste en 3 lignes. C'est pour ça que je choisis cet extrait, j'ai trouvé ça génial. C'est pareil pour vos persos. Et en parlant de ça, je vais tout de suite enchaîner avec éviter les clichés. Alors oui, je sais, on n'a pas la même définition du cliché stéréotypé. D'après le dictionnaire Larousse, c'est une expression ou une opinion toute faite sans aucune originalité qu'on appelle un cliché. Qu'est-ce que le cliché? À vous de voir. Le cliché peut être le cruel méchant aux yeux aussi noirs que son cœur, le super gentil sans un défaut, qui ne se cure même pas le nez, l'histoire d'amour sans profondeur qui éclate au premier regard et durera toute une vie. Bien sûr, il y a des stéréotypes qui existent. Il y a parfois des grands aux yeux bleus qui ont les cheveux complètement blonds, qui viennent très souvent d'ailleurs des pays nordiques, et qui font par exemple du sport 15 fois par semaine dans une salle. D'accord. Mais ça peut rester aussi marginal, et vous pouvez par exemple en mettre un dans votre histoire et pas 15. Oui, je dis ça parce que j'ai quand même lu une romance récemment où il y avait quand même 6 mecs comme ça, et comme par hasard, l'héroïne trouvait que des mecs comme ça dans sa ville. Et comme par hasard en plus, hein, ils étaient à son travail. Oui. Bon, là c'est ce que j'appelle un petit peu cliché, et c'est ce que j'appelle un petit peu trop facile. Alors il faut pas du coup en abuser, ou en faire par prétexte. Et si vous décidez par exemple, c'est un exemple, hein, mais de les contrebalancer avec humour, réfléchissez qui peut comprendre cet humour. Si je parle de ça, c'est parce que les plus jeunes, souvent pour les romans, on va dire qui sont destinés à la jeunesse ou aux ados, peut-être même aux young aussi, n'ont pas forcément le même recul que les adultes concernant l'humour noir déjà, ou même des fois un humour un peu plus soft. Alors je travaille de temps en temps avec des adolescents, voire des jeunes adultes. Parfois, il y a certaines blagues, n'importe quel adulte pourrait comprendre, eux non.
et du coup parfois peut-être se sentir offensé ou alors complètement perdu et malheureusement des fois le prendre au premier degré. Donc faites très attention, surtout quand vous écrivez des romans pour la jeunesse, hein, c'est plus parlant pour ce genre de roman-là, à bien vous mettre quand même à la place de la personne qui va le lire. Quand vous écrivez un roman pour les enfants, il faut vraiment que vous ayez en tête que ça va être un livre pour enfants. Oui, je dis ça parce que des fois j'ai vu certains livres... il y avait un petit peu d'humour noir, quoi. Alors oui, c'était fait pour, mais il y a beaucoup d'enfants qui apprécient l'humour noir. Pas tant que ça. Et d'ailleurs, la personne avait du mal, en fait, à expliquer son ouvrage en salon auprès des jeunes lecteurs. C'est un petit peu compliqué. Alors qu'au contraire, j'ai déjà lu des romans pour la jeunesse où mais tout était super inventé avec des termes, c'était génialissime en fait. Et il y avait un peu d'humour et de l'humour que peuvent comprendre les enfants. Je pense que vous devez vous souvenir que vous ne rigolez pas aux mêmes blagues enfants que adultes. Et en plus, j'ai un cœur de pierre et moi pour me faire rire, il faut vraiment y aller fort. Donc c'est pour vous dire, hein, imaginez quand vous êtes enfant. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve pour la suite demain à 18 h. On va parler de vocabulaire, des 5 sens, de l'arrière-plan, la religion et aussi bien d'autres choses. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like ou un commentaire et en attendant, soignez votre plume.